C'est un autre football. La Serie A, ça demande pas de physique. Eh ben, dis donc. Nicolas Jackson, c'est Cavani-like. Mais Harry Kane, il est sur des standards. Wow. Mais cette année, il a la Coupe du Monde. À faire un football de scatophile. Là, le Portugal, je pense qu'ils ont l'une des plus belles équipes des 20 dernières années. La France, on est trop dangereux. Je vais balayer votre débat là. Je trouve ça ridicule. Et vous tweetez en string. Zidane, tactiquement, des fois, c'était bizarre. Wenger, c'est fini. Dieu grâce, je suis pas optimiste. Mais Madueke, il est trop intéressant. Ekitike, moi, j'aime trop le profil du mec. C'est un grand joueur. Le petit Maston Tono là, Maston, je sais pas quoi là. Je le trouve brouillon. Mais ce petit là, depuis que le PSG gagne la Ligue des Champions, j'ai compris. Rodri fait partie des ballons d'or, je comprends pas. Deco doit avoir le ballon d'or 2004 tous les jours. Henri 2003. Oui, le ballon d'or en 2000, c'est Zidane, mais Zidane, c'est un con. Mais Romario, c'était un attaquant brésilien, c'était un phénomène. Vous nous ramenez des mecs avec des appareils dentaires. Le match Danemark-Suède de l'Euro 2004, pour moi, l'ONU devrait s'y pencher. Quand j'étais petit, j'étais fan du FC Barcelone. Moi, c'est vrai que l'année prochaine, ça va officiellement faire 30 ans que je supporte l'Olympique de Marseille. Non, je pense qu'il Neymar, c'est terminé. Lamine Yamal, on parle pas d'un manchot, on parle pas d'un mec nul, y a pas de problème. Palmer n'a rien à foutre là, frère. Il faut arrêter de donner le droit de vote aux... Come on, gangster. Let's get back to the grove. Le foot, moi, c'est vrai que souvent, quand je vois des mecs tweeter, no disrespect. J'étais pas Zidane quand j'étais petit. Mais il y a des mecs, quand ils parlent de foot, tu sais qu'ils ont jamais fait tout en club. Tu sais qu'ils ont jamais fait tout en club. Des fois, il y a des mecs qui ratent des occasions, des machins. Et il y a des mecs qui vont, mais comment il a raté? T'as envie de leur dire, mais toi, t'as jamais fait un foot. Ça se voit. Il y a trop. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de mecs sur Twitter qui ont jamais. Mais quand je te dis, je t'ai pas dit de 5. Ils ont jamais fait de 11v11. Sur une saison. Jamais de la vie. Ça se voit. Pour avoir vécu le truc de près, jamais je critique pas les joueurs de foot pro. Bah oui, ils peuvent faire de la merde et tout. Mais il y a des mecs qui arrivent à dire ouais, Maguire, comment il a fait pour être pro? Je vais dire, mais ma gueule, gros. Au 5, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Et justement, je te demande même pas d'avoir fait du foot jouer en U19 nationaux ou une connerie comme ça. Rien qu'au niveau amateur ou un truc, genre sur une saison ou deux, avec un bon level. Mettez des likes. Quand je vois des mecs parler, t'en dire, mais frérot. Donc l'ancien, tu serais prêt à défendre Nicolas Jackson? Mais frérot, Nicolas Jackson, il est pas bon. Nicolas Jackson, il n'est pas bon par rapport à ce que Chelsea est. Mais c'est un bon joueur, Nicolas Jackson. Mais c'est juste pour moi de Nicolas Jackson, c'est trop fort pour... C'est pas assez bon pour Chelsea. Mais Nicolas Jackson, c'est un bon joueur. Le Villarreal, il était pas dégueulasse. Ça reste un bon joueur. Moi, ce que je dis par rapport à Nicolas Jackson, c'est que quand un club comme Chelsea, un grand club anglais, d'un club qui a eu des Shevchenko en attaque, même s'ils ont foiré, on oublie. Des Shevchenko, des Crespo, des Drogba, hein, des Diego Costa, t'as un mec comme Nicolas Jackson, bon... qui marque pas énormément de buts, qui rate pas mal de trucs, qui marque des buts, mais qui se foire. Quand même, t'es sur des standards beaucoup plus bas. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est que quand t'as un club comme Chelsea, tu dois avoir des attaquants d'élite. C'est un bon attaquant, Nicolas Jackson, mais c'était pas un attaquant d'élite. Tu comprends? C'est juste ça. J'ai jamais dit qu'il savait pas jouer au foot. Bah non. C'est juste que c'est pas un attaquant d'élite. Pour moi, un club comme Chelsea. Après, là, la première ligue, ça, blablabla, c'est un peu compliqué, Chelsea, tout ça. Tu penses que le football a régressé, qu'il est devenu plus systémique? Moi, je pense que... Est-ce qu'il a régressé? Non, le foot actuel est différent. Il est ni mieux ni moins bien. Pour moi, le foot actuel n'est ni mieux ni moins bien qu'à l'époque. C'est un autre football. Maintenant, on compte beaucoup plus sur la dimension... Bah, ça a toujours été la dimension collective. Mais maintenant, c'est beaucoup plus la dimension physique et les systèmes. Alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus... Je dirais pas la créativité. Les espaces étaient un peu moins resserrés. Il y avait plus de dribbles, c'est différent, c'est différent. C'est pour ça que quand des mecs disent oui mais tel joueur n'aurait pas pu jouer à l'époque actuelle, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quand des mecs me disent oui, ouais tel joueur n'aurait rien fait à notre époque contemporaine, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Je vais vous donner un exemple. Comment ça, même s'il arrête sa carrière un petit moment, comment vous m'expliquez que Andrea Pirlo, dans l'époque où c'était censé être injouable, il a réussi à être l'un des meilleurs joueurs de Serie A et faire une finale de Ligue des Champions, même si c'était il y a 10 ans. Andrea Pirlo, c'est un mec qui était là au début des années 2000, qui a réussi à... Ça ne veut rien dire. T'as souvent des mecs qui me disent, oui, mais un tel, il peut pas jouer, nanani, nanana. Mais comment ça, c'était la Serie A? En Champions League, Andrea Pirlo, il était bon. Qu'est-ce que tu vas dire? Andrea Pirlo, en finale de la Ligue des Champions, qu'est-ce que tu vas dire? Ça va être quoi, tes arguments? La Serie A, ça demande pas de physique. Eh ben, dis donc. Jackson, le pressing de fou, et les appels qu'il fait, peu d'attaquants savent le faire. Mais, toute proportion gardée, Nicolas Jackson, pour moi... c'est Cavani-like. Est-ce que vous allez comprendre? Nicolas Jackson, c'est Cavani-like. Nicolas Jackson, le jour où ce mec-là va avoir une finition un peu plus correcte, ça va devenir un tueur en série. Le problème, c'est que Nicolas Jackson ne sait pas finir correctement ses actions. Sinon, c'est un bon joueur. Nicolas Jackson, mais moi, je regarde Chelsea. Oui, c'est en dessous de Cavani. C'est en dessous de Cavani. Cavani, c'est un autre standing. Mais Nicolas Jackson, c'est un mec, si tu regardes Chelsea, le nombre d'occasions qui se créent, mais il rate toujours
Non, mais oui, mais il rate toujours. Oui, je comprends le parallèle, mais Cavani, je le trouve. Mais Cavani, oui, mais Cavani est au-dessus, bien entendu. Mais c'est un mec qui a une mauvaise finition. Très mauvaise finition. Mais c'est un bon joueur. Après, Nicolas Jackson, il est jeune, il a quoi, il a 23 ans. C'est un petit encore, Nicolas Jackson. Attendez, Ah, il a 24 quand même. Il va sur. Bah, après, ça va. Il peut encore progresser. Faut arrêter, Jackson, c'est un joueur qui a jamais été en centre de formation, il a juste fait une école de football. C'est un très bon joueur pour son parcours. Et alors? Il a du temps encore. Ouais, il a du temps, il a du temps. Par contre, rien à voir. Harry Kane, il est sur des standards actuellement, là, c'est fort. Haaland, Mbappé, ils nous ont bousillé les cerveaux. Je les défendais beaucoup à Chelsea, mais quand tu as trop, à force, c'est chaud, bien sûr. Mais Harry Kane, il est sur des standards, wow. Harry Kane, Ballon d'Or 2026. Le problème, tu sais que cette année, il y a la Coupe du Monde. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, potentiel. Mais cette année, il y a la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, elle a un impact sur le Ballon d'Or. Est-ce que tu penses que l'Angleterre va faire quelque chose cette fois-ci? Moi, je pense pas. Je pense que l'Angleterre peut aller loin, mais la gagner, non. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis habitué à les voir flopper et tout. Je vois pas l'Angleterre gagner la Coupe du Monde. Et l'Espagne, c'est bizarre ce que je vais vous dire. Je pense que tellement c'est évident pour tout le monde qu'ils vont la gagner, que l'Espagne va la gagner, ils vont pas la gagner. Moi, de toute façon, moi, mon favori pour la Coupe du Monde, vous allez me dire, Joël, qu'est-ce que tu me racontes? Pour moi, mon favori, c'est la France. Parce que la France, elle est là. Les gens, ils croient moyen, blablabla. La France, si elle se met à faire un football de scatophile, d'être gagné des 1-0 sur un penalty de Mbappé, la France, elle sait faire. Après, moi j'aimerais bien que le Portugal gagne. Si la France gagne pas la Coupe du Monde, moi, je veux que le Portugal gagne. Et c'est triste parce que c'est triste pour le Portugal, parce que il y a plein de mecs qui disent ouais mais non franchement je pense que le Portugal, l'équipe actuelle du Portugal n'a jamais été aussi bonne et pas uniquement sur le papier parce que souvent ils ont eu des générations où il y avait des bons joueurs mais c'était que sur le papier, c'était des bons joueurs mais ils s'entendaient pas. Là, le Portugal, je pense qu'ils ont l'une des plus belles équipes de toutes leurs des 20 dernières années. C'est peut-être pas c'est pas le Portugal de 2006, mais le Portugal actuel, c'est l'une des plus belles équipes et plus complètes qu'ils aient eu. Et malheureusement, bah, ils ont un Cristiano Ronaldo qui a 49 ans, tu vois. Avec un Cristiano Ronaldo un peu plus jeune, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais oui, après, ils ont vu le coach. Le problème, c'est que je trouve que Didier a trop du mal à reformer un vrai groupe, une famille. C'est vrai. Mais après, peut-être que, avec certains départs, comme Griezmann, ça s'est arrangé, on sait pas. CR7 qui soulève la CDM en étant totalement à chier, c'est écrit. Nah. Moi, j'y crois pas. J'aimerais, hein, mais j'y crois pas. Quand tu regardes les postes, si tout le monde est en forme, c'est trop. Mais oui! Gros, la France! J'ai l'impression que, vu on l'a sous notre nez, les gens ne la considèrent pas. J'ai l'impression que vu que c'est sous notre nez, la France, sont en mode, les gens ils considèrent. Mais la France, on est dangereux. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, la France, on est trop dangereux. La France, on est trop dangereux. Mais mais c'est parce c'est sous notre nez. La France, on est trop dangereux. Tu penses quoi du move de Bitchas de Grisou? Mais gros, moi je trouve, excuse-moi, Octo, je trouve ça ridicule. Moi le débat, je vais balayer votre débat là, je trouve ça ridicule. Ah, il a pas fait un tweet, mais qui te dit, il a pas envoyé un message, il a pas envoyé un message sur WhatsApp. Mais ça c'est des trucs, mais ça c'est vraiment, excuse-moi, c'est des trucs, des messages de peste. Vous êtes des petites pestes. Vous tweetez en string. Qu'est-ce que t'en as à foutre qu'il envoie un message? Il a peut-être envoyé un message sur WhatsApp, tu sais pas. Mais vraiment, les fans de foot, des fois je me pose des questions. Je parle pas de toi, Octo. Le mec, il a peut-être envoyé son message en privé, qu'est-ce que t'en sais? Ou ils sont peut-être en embrouille, qu'est-ce que t'en sais? Voilà, et c'est pas nos affaires. Notre milieu, en l'état, c'est trop mid. Manu Koné, Rabiot, c'est pas assez créatif. Il faudrait avoir Doué ou... Je suis d'accord que le milieu, ouais. Baisse le niveau. Au niveau du Mutus, en vrai, le reste, c'est propre quand t'es Pogba, nous ont habitués à des mauvaises choses. C'est vrai. Joël, l'après-DD, tu vois qui? Pour moi, mais moi, en fait, Zidane, il y a trop de... En fait, les gens idéalisent trop, pour moi, Zidane. L'arrivée de Zidane en équipe de France. Il y en a beaucoup, ils se rappellent que des... Parce que, qu'est-ce qui est reproché à des gens? Le jeu. C'est souvent... Ouais, mais déjà, avec Pogba, faut qu'il revienne à Monaco. Qu'est-ce qui est reproché à Didier Deschamps? C'est le jeu. Le problème, c'est que avec Zidane, vous croyez que vous allez avoir plus de jeux ou pas? Non. Les gens sont là, ouais, Zidane, blablabla. Mais frérot, les gars, au Real Madrid, c'était dur, hein. Les mêmes, vous vous rappelez des mêmes attaquer où il mettait... Zidane, tactiquement, des fois, c'était bizarre. Donc, oui, si, il peut marcher, mais il y a pas de... Moi, je vois pas du tout de... Je suis pas aussi optimiste que vous. Voilà. Ouais, voilà, centre Inch'Allah, tu vois, c'est ça, Abdou. Sinon, tu vois qui à la place de D? Je sais pas. Parce que je vois, il y en a qui parlent de Thierry Henry. Henry, je sais pas. Henry, mes derniers souvenirs de coach d'Henry, c'est Henry qui coach... il y a l'équipe Espoir et tout, mais Monaco, bon, on verra.
Coach de motivation plus Baraka de Zanzan. On verra en vrai, j'ai pas d'idée. Mais je pense que oui. Je pense que oui, ça sera probablement Zidane, tu vois. Ça a l'air écrit. Ça a l'air totalement écrit pour lui. L'ancien coach français de Leicester, j'ai rappelé son nom. Deschamps, il est chelou dans ses listes. Et gestion d'homme Henry, PTDR. Mais Arsène Wenger, il est trop vieux. Arsène Wenger, il est trop vieux, il veut plus entraîner. À Monaco, il avait énormément de blessés. Il a fait ce qu'il a pu. À l'exigence qu'il voulait n'était pas à sa hauteur des joueurs qu'il avait à disposition. Henry en adjoint, plus charge des attaquants qui communiquent un peu, pourquoi pas. Ouais, non, Wenger c'est fini. Wenger, il est trop vieux. Moi, je l'avais vu à Marseille et tout. Ouais, il est vieux de dingue. Il a plus la grinta, Arsène Wenger. En vrai, Zizou, tu vois quel autre Français qui peut reprendre la section? Franchement, je vois personne. Mais moi, j'ai pas de nom là en fait. Pires pour être un bon coach, mais à quoi tu te vois? Les gars, Wenger et finito, hein, les dernières saisons Arsenal, c'était un coach. Ouais, c'est vrai, mais est-ce que, après les dernières saisons à Arsenal, il faut voir la gueule du mercato aussi. Hein. Faut voir la gueule des joueurs. Hein. Unai Emery, ça a à peine marché pour lui hein, derrière. Mais là, cette saison, peut-être que vous allez dire que je suis dur, mes jeunes fans d'Arsenal. Moi, on est ensemble. Hein. Mais cette saison, si Arsenal prend rien, faut que Arteta s'en aille. Peut-être que vous allez dire que je suis dur. Peut-être que je dis que je suis dur. Peut-être que vous allez dire que j'abuse. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, si cette saison Arsenal ne prend rien, faut qu'il s'en aille. Même s'il a fait du bon taf et tout, au bout d'un moment, tu risques d'être... Ah ouais, mais je sais que vous êtes attaché à lui. Mais au bout d'un moment, il a des joueurs, il a des bons joueurs. Il y a un mercato. On l'a offert des... Non, au bout d'un moment, il doit proposer plus que ce qui se passe actuellement. Et même si Arsenal, ils sont pas totalement décrochés, on est au mois de octobre bientôt là. Et ils ont quand même... Attends, je vais regarder. Je crois qu'ils ont quelques points de retard. Ils ont 3-4 points de retard sur Liverpool. Ça a l'air de rien. Après, à leur décharge, ils ont déjà joué City et Liverpool. Donc peut-être que est-ce que c'est peut-être un mal pour un bien d'avoir joué ces mecs-là derrière. Ouais, ils ont 5 points de retard sur Liverpool. À leur décharge, ils ont déjà joué Liverpool et City, des matchs vraiment bourbiers. Et après, on verra à la mi-saison. Ouais, Tottenham, ils sont troisième. Moi, Octo, alors je vais vous donner mon avis sur Gyökeres parce que les 5 matchs d'Arsenal, je les ai regardés. J'ai regardé les matchs d'Arsenal dans leur intégralité, les 5 matchs d'Arsenal. Franchement, Gyökeres, ok, il marque tout ce que tu veux, mais j'ai énormément de mal avec lui. Alors que moi, il me hypait quand il était au Portugal. Mais il a marqué. Il marque, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas optimiste sur Gyökeres. C'est trop bizarre. Il marque, hein. Donc les gens ils vont me dire, mais Joël, qui tu mets ta gueule, il a léger. Ouais, ok. Mais Gyökeres, je suis pas optimiste. Sa façon de jouer, ses déplacements, quand il dézone, il va sur le côté. Le problème, quand il va sur le côté, balle au pied, c'est pas ça. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Je dirais pas qu'il est nul, parce que tu peux pas dire qu'il est nul, c'est pas possible. Mais il a pas la dégaine. Peut-être je dis n'importe quoi. Il a pas la dégaine d'un tueur en première ligue. C'est peut-être un bon mec pour jouer contre des Casa Pia au Portugal, contre des Vitória Setúbal, ou dans un système, dans une équipe ou un peu. Parce qu'il y en a, ils vont me dire dans le chat, je précise qu'il y en a dans le chat, ils vont dire oui, mais regarde, il a marqué contre City. Faut voir la gueule du City aussi. Faut voir la gueule du City contre qui il jouait, c'est City qui se fait gifler par tout le monde. Tu pouvais venir avec ton équipe du district et tenir un petit peu contre eux. Non, c'est pas une Zégadito moderne parce que son style de jeu n'a rien à voir. Mais il a énormément de difficultés, je sais pas. Je sais pas si c'est de l'intelligence de jeu, mais moi je le trouve... il a pas un niveau technique, mais peut-être qu'il va évoluer aussi. Le numéro 33 d'Arsenal est plus impactant offensivement que Gyökeres. Après, ce qu'il faut pas lui laisser encore... Oui, il faut laisser du temps. Mais son jeu, son style de jeu, moi je suis pas... Par contre, à l'inverse, alors peut-être vous allez dire que j'abuse. Moi, il y a un mec, je trouve, que Internet... Mais de toute façon, sur Internet, quand les gens t'ont dans le nez, ils veulent... Moi, il y a un mec, je trouve, les gens sont trop durs avec lui. Vous allez peut-être... Noni Madueke. Madueke, je trouve que les gens sont trop durs avec lui. Le problème, c'est qu'il n'a pas de passe décisive et pas de but. Mais moi, sur les 5... Là, je crois, j'ai vu 4 matchs de lui. Je crois qu'il a joué 4 matchs. Moi, je trouve qu'il est très bon. Mais en fait, les gens... Non. Moi, j'ai une take sur Madueke. Pour moi, il y a énormément de gens qui ne regardent pas le foot. Il y a des mecs, quand tu les entends parler de Madueke, ça se voit qu'ils se basent sur ce que Madueke a fait à Chelsea. Madueke, il est super intéressant. Et moi, je vois des mecs dire, ouais, il est nul. Je dis, mais comment tu peux dire qu'il est nul? Madueke, il fait des très bons matchs. Malheureusement, il n'a pas les buts, il n'a pas les stats qui font que les gens vont te valider tes performances.
Mais Madueke, il est trop intéressant. Le match, le match où je l'ai trouvé très complet, c'était le match contre Nottingham Forest. Le match contre Nottingham. Sur le côté, il était trop intéressant. Malheureusement, il n'était pas à l'origine de but, mais il provoque, il déstabilise. En tout cas, moi, sur les débuts de saison, Madueke, franchement, c'est... Madueke, je le trouve très bon. Non, Wirtz, honnêtement, Wirtz, le problème, Wirtz, il a eu ses 2-3 premiers matchs étaient dégueulasses. Wirtz, il est moins horrible. Il est moins horrible, Wirtz. Mais les 2-3 premiers matchs, il était claqué. En fait, Wirtz, au début, mais c'est dur, faut s'adapter. Au début, tu vois qu'il n'était pas adapté, Wirtz. Mais il commence à être potable. Mais il n'est pas excellent non plus. Mais Madueke... Non, mais après, contre City, personne n'est bon Arsenal. Contre City, Arsenal, personne n'est exceptionnel, tu vois. Ils ont subi quand même. Mais depuis le début de saison, quand tu vois les commentaires qu'il y a sur Madueke et son niveau de jeu, c'est là où tu captes qu'il y en a qui regardent juste SofaScore. Il y en a qui... Oui, il est blessé, Madueke. Je crois que c'est 2-3 mois. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Il y a des gens, tu vois, ils regardent le match. Non, Liverpool, j'ai regardé le match où il y a le petit jeune qui marque à la fin. J'ai regardé le match contre Arsenal. Liverpool, sur les 5 matchs, j'en ai regardé que 2. J'ai regardé que 2 matchs de Liverpool. J'ai regardé 2 matchs de City, j'ai regardé 2 matchs d'United. Et Arsenal, j'ai regardé tous les matchs. J'ai regardé 3 matchs de Southampton déjà. Combien de sourates tu lis par jour, mon frère? Mais l'équipe que j'ai le plus regardé, c'est Ekitike. Ekitike, moi, je pensais pas qu'il allait être... il allait s'adapter aussi vite. Il est bon. Mais moi, et pour ceux qui se rappellent, moi, déjà, quand il était à Reims, moi, je trouve... J'en parlais des fois en stream. Moi, j'aimais trop. Le problème, c'est qu'il a été... c'est ma take. Intimidé au Paris Saint-Germain. Tu sens qu'il n'a pas été intégré correctement au Paris Saint-Germain. C'est un putain de joueur, Ekitike. Mais au Paris Saint-Germain, ça c'est... Après, c'est compliqué. Le PSG, c'est un gros club. C'est un grand club. Tu peux être un très grand joueur. Mais il y a des mecs encore plus forts que toi. C'est difficile de te faire ta place. Mais Ekitike, moi, j'aime trop le profil du mec. C'est un grand joueur. Enfin, grand joueur par la taille. C'est genre grand de taille. Et balle au pied, il est bon. Moi, j'aime bien les mecs un peu polyvalents. C'est un mec qui peut te dribbler, mais qui peut un peu jouer physique, qui est technique. C'est un mec qui peut jouer en remise. Moi, j'aime bien ce genre de mec. Il est intéressant, Ekitike. Après, peut-être que je vais dire que j'abuse, mais je trouve qu'ils ont été greedy, Liverpool. Après, ils ont les moyens. Mais pour moi, c'était soit Isaac, soit Ekitike. Je sais pas si les deux ça va marcher en fait. Pour moi, ils ont été greedy. Ils ont trop voulu. Je sais pas. Black Kubo, mais moi je lui dis, Madueke, c'est dommage parce que les matchs qu'il a fait, hormis comme il y a un frère qui l'a dit, le match contre City. Mais après City, tout Arsenal a du mal. Madueke il est trop intéressant. Mais le problème, c'est que il faut marquer. Même si ton équipe gagne, si tu as déstabilisé la défense, tu as fait l'avant-dernière passe, tout tralala, si ton nom n'est pas inscrit au registre des passes décisives ou des buts, bah les gens ils vont dire, ah, bah non, mais Madueke, ouais, mais ils vont te sortir les feuilles. Oui, mais regarde, alors que non, quand tu regardes le contenu de ces matchs, Madueke est trop intéressant. Il déstabilise les défenses, il fatigue, il dribble, il provoque des fautes, il provoque des cartons. C'est trop intéressant ce profil. Malheureusement, pas de passe D, pas de but. Et là, il a la blessure, donc... Ouais, voilà, c'est que... Après, Isaac, c'est pas exactement le même profil, je trouve. Mais je vois ce que tu veux dire. Saka, il est en mode rebelle, il a 4 moves dans son répertoire, mais ça passe. Ouais, c'est feinte. Après, moi, c'est une take qui plaît pas aux supporters d'Arsenal. Ça, cette take, elle plaît pas aux supporters d'Arsenal. Moi, je trouve que Saka est bon, mais sans plus. C'est un bon joueur, mais sans plus. Voilà, je le dis. C'est un bon joueur, mais c'est pas... Souvent, les supporters d'Arsenal, ils sont en mode, ouais, Saka... Non, c'est un bon joueur, mais c'est pas... Il sera jamais un cador, comme certains le vendent. Mais parce que quand t'entends des gens, et quand tu dis ça, les gens le vivent mal. C'est un bon joueur, mais je trouve pas que Saka est exceptionnel. C'est un bon joueur, point. Mais c'est pas plus. C'est pas un joueur magique, c'est pas un mec qui va te faire gagner des gros matchs en Champions League. C'est un bon joueur. Le storytelling du joueur qui vient de la maison alors qu'il est sans plus. Il est bon. Tu peux pas dire que Saka est un mauvais joueur, c'est un bon joueur. Mais c'est pas un top. Tu vois, il y a les bons joueurs. Et il y a les mecs, les magiciens. Voilà. Mbappé, on peut le vanner, tout ce que vous voulez. Ça a été un magicien. C'est un mec, tu te dis, ah, Saka, il a pas ce truc-là, je trouve. Non, c'est pas vrai, il y a Malzer.
Dembélé à Rennes, les gens savent que c'est un phénomène. C'est pas le cas de Saka. Saka n'est pas un phénomène. Ah, Maston Touno, là, le petit là, moi je le trouve. Mais moi, mais rien à voir. Moi, le Real, j'ai regardé pas mal de matchs du Real. J'ai regardé en Champions League, l'OM, logique, et j'ai regardé le match de Liga. Le petit Maston Touno là, Maston, je sais pas quoi là. Moi, je le trouvais brouillon. Je le trouve brouillon, mais ce petit là, le jour, il va faire la passe au bon moment. Il va dribbler au bon moment. Ça va être un tueur en série. Il a tellement comment dire, d'aisance en 1 contre 1. Il a tellement de facilité en 1 contre 1. Moi, je le trouve terrifiant. En 1v1, il a tellement de facilité à éliminer les mecs. Et ce petit, quand il va devenir un peu costaud, je demande pas de la muscu, il va devenir un peu costaud et être meilleur en finition. La bombe nucléaire que le Real Madrid va avoir, c'est un truc de fou. En 1v1, ce petit, c'est un fils de pute qu'il a fait à la défense contre. Mais c'est même pas que contre l'OM, parce que l'OM nous a fait des dingueries. Contre le Marseille, il nous a donné chaud. Il nous a donné chaud. Mais en Liga, j'ai regardé. Ah, c'est chaud. C'est un profil. Ah non, il est pas dégueulasse. Hein. Ah, il est vraiment pas. Mais lui, ce qui lui manque. Après, c'est un bébé, il vient d'arriver. Il faut lui laisser le temps. Mais lui, quand il va commencer à avoir une finition et faire la. Parce que parfois, il dribble trop, je trouve. Je sais pas ceux qui regardent le Real, les fans du Real, moi je trouve que Maston Touno là, des fois, il dribble trop. Des fois, il fait trop, il cherche le dribble en truc et il perd la balle. Moi, je regarde le Real, des fois, il me frustre. Moi après, Massigno, Arda Güler, c'est mon joueur préféré du Real Madrid. Voilà. Moi, Arda Güler, c'est mon joueur préféré au Real Madrid. Arda Güler, c'était mon joueur avant même, je lui kiffais avant même qu'il aille au Real Madrid. Je kiffais déjà Fenerbahçe. J'avais découvert en Europa League avec Fenerbahçe. Mais après, le Arda Güler qui était en Turquie et le Arda Güler qui est au Real, c'est deux mecs, c'est pas trop le même joueur. C'est pas trop le même joueur. Moi, quand il était... putain. Mais non, en vrai, le Real, le petit latéral là, moi je le trouve intéressant, le Carreras là. Moi je l'aime trop. Moi je l'aime trop, le petit Carreras aussi. J'aime beaucoup. Ah, vous aimez pas Carreras? Moi, le petit latéral, moi je le kiffe trop. Il fait latéral à l'ancienne. Il attaque bien, il défend bien. Moi, je kiffe. Il est tellement chaud à Benfica. Tous les joueurs du Real. Non, vraiment, le Real, mais le Real, le problème, c'est le milieu. Tu sais, quand le milieu va bien tourner et l'attaque. Parce que des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien. Tu vois, tu peux pas faire pire que Ferland. On l'avait à United, Ten Hag l'a viré de Manchester. Après, Ten Hag, frère. Ten Hag, mon ami. Madrid n'a aucun créatif de niveau au milieu. Aysen, je suis député qu'il est signé chez le Real. Non, ils ont une équipe intéressante. Après, le Barça, c'est fort. Hein. Le Barça, c'est méchant. Hein. Attention, le Barça. Hein. Tu penses qu'ils vont organiser comment leur milieu, le Real avec Bellingham qui revient et Karma? Bonne question. Mais j'ai l'impression... Là, je pense qu'actuellement, potentiellement, ça arrange. Après, Maston Touno, je pense qu'il va sauter. C'est difficile de mettre Bellingham de laisser Bellingham sur le banc. Il va sauter. Avis sur la garde à Marseille, mais moi je suis content. Équipe intéressante, mais à cause de Mbappé, ils vont jamais gagner. Mais tu sais que, moi pendant longtemps, les gens qui me disaient, ouais, mais Mbappé, blablabla. Mais en fait, je commence à comprendre. Moi, à l'époque, quand les supporters du PSG criaient sur Mbappé, moi aussi je faisais mon sofa scoreman, j'étais en mode, mais de quoi ils se plaignent? Mbappé il marque et tout, machin, là. Depuis que le PSG gagne la Ligue des Champions, j'ai compris. J'ai mis du temps à comprendre ce que les autres avaient compris il y a très longtemps, mais j'ai compris. Là, Mbappé, c'est un mec qui peut envoyer ton collectif très loin, mais comme il peut le détruire. Il peut détruire ton collectif. C'est un joueur qui peut potentiellement détruire ton collectif, mais pas... pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe au Real. Mais pas uniquement en termes de jeu, mais en termes d'état d'esprit. Je ne sais pas si vous voyez quand vous voyez ce qui se passe avec Dembélé, tu comprends en fait. Parce que les gens, souvent les mecs... mais moi j'ai mis du temps, moi je suis honnête, j'ai mis du temps à comprendre. Les mecs genre sur... comment ça s'appelle? Sur Twitter, les gens qui veulent vanner le PSG, qui étaient les pros Hakimi, les pros Lamine Yamal, les pros Rafinha, tout ça, ils sont en mode ouais,
Ouais, ballon d'or du pressing, parce que il y avait le célèbre clip où il presse. Mais est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ça, c'est l'état d'esprit que Mbappé doit avoir s'il veut step up. Je dis pas qu'il doit les presser. Mais en fait, ce geste-là, ça montre que c'est un mec qui est prêt à mouiller le maillot pour gagner. Qui est pas là juste pour briller et marquer des buts. C'est un mec qui investit pour la cohésion du groupe. Et parfois, j'ai l'impression que Mbappé, il n'a pas ce truc. C'est un bon joueur. Tu peux gagner sans... voilà, en étant un peu égoïste, avec Cristiano Ronaldo. Mais Mbappé, il a souvent ces phases-là où il est individualiste sur le terrain et même dans sa mentalité. Et je pense que c'est un truc qui peut niquer le Real sur le long terme. Comment il n'a pas changé après ça, je comprends pas. Barcola au PSG me fait plus rêver que Dembélé. Bon, après, chacun ses goûts. Hein. Il est juste opportuniste, il est allé au Real Madrid pour avoir son ballon d'or, c'est tout. Hein. Il a trop d'ego pour aussi Imo. On espère en tout cas, il est très loin de CR7. L'équipe a poussé Dembouz, a forcé Dembouz motiver l'équipe. C'est là où je suis pas d'accord sur le terrain depuis le début de l'année. Non, là, cette année, il y a du mieux. Cette année, il y a du mieux. Mais il est capable de te retourner un vestiaire. Après, moi, j'ai une take. Je pense que de toute façon, c'est même pas une take, c'est même pas une hot take. Je pense qu'il y en a plein qui le partagent. Mbappé, il faut qu'il arrête d'être neuf. Il faut qu'il arrête d'être neuf. Pour moi, je suis ok, je joue au Football Manager, je suis pas un grand coach et tout. Pour moi, faut foutre. Et peut-être, vous allez dire, alors là, peut-être vous allez me dire que je suis fantaisiste ou je sais pas quoi. Mbappé, tu vas sur un côté et en neuf, je mets le petit là qui était au mondial des clubs là. Je lui donne une chance. Je lui laisse sa chance. Le petit là, le petit là, l'espagnol, le petit là, je sais plus, désolé, je l'appelle. Garcia, merci. Je mets le petit en neuf, je mets Mbappé sur le côté. Moi, Mbappé, pour moi, ce n'est pas le bon neuf. Pour moi, Mbappé, c'est un mec sur le côté. C'est un mec de côté. Les Parisiens, c'est pour quand les commentaires du PSG de la dernière saison, j'ai envie de voir l'inside de votre Ligue des Champions. Du coup, tu vends Vinicius. Bah, il est là le problème. Au bout d'un moment, c'est ça le problème, tu vas devoir faire des choix. Ouais, mais Mbappé va être la star du comprend. Bah, c'est ce on revient sur ça. Pense qu'à lui. 2 secondes. Attends, stat. Non, en tout cas, on verra bien comment cette saison elle va se dessiner, mais moi je suis pas. Tu vois la différence entre Haaland, un vrai neuf, et Mbappé en neuf, il n'y a pas photo. Bah oui. Non, mais oui, c'est vrai que Vinicius il mériterait pas de se faire jeter. Imagine si Vini avait eu le ballon d'or. Non, mais les gars, mais. Moi je suis désolé, hein, avec tout le respect. Tout le respect. Vraiment, avec tout le respect, tout ce que vous voulez. Mais Rodri, pour moi, jamais de la vie, il a le ballon d'or. Bon, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie des gens. C'est l'hypocrisie des gens. Parce que les mecs qui te disent que Rodri doit avoir le ballon d'or avant l'Euro, soi-disant, mais jamais, ils te le mettent pas dans le top 5. Et tu peux pas me dire, oui, mais il a gagné l'Euro, alors que c'est même pas le joueur majeur de l'Euro. C'est même pas le joueur majeur de l'équipe d'Espagne. À quelle heure tu lui donnes le ballon d'or? Mais moi, je comprends pas. Et des mecs ont voulu nous faire... C'est même pas le meilleur joueur de l'Espagne de l'Euro, c'est même pas le meilleur joueur de l'Euro, tu vois. Et tu le donnes à Rodri. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais après, le problème, c'est que lui, il veut pas jouer sur le côté. MDR, c'est ça le problème au PSG, il a trop caprice. Tu sais que Alex02, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'est le ballon d'or le plus incompréhensible de l'histoire. Le ballon d'or le plus incompréhensible. Je suis en train de me faire la liste des ballons d'or les plus incompréhensibles. Parce que des fois, même si tu n'es pas d'accord, tu peux comprendre. Rodri fait partie des ballons d'or que je comprends pas. Et ouais, mais Haaland, tu peux l'expliquer. Moi, je suis d'accord que cette année-là, pour moi, Haaland doit prendre le ballon d'or. Mais il y a un argument, la Coupe du Monde. Mais je suis d'accord avec toi parce que après 2010, on dit que ça comptait plus vraiment la Coupe du Monde. Donc, je comprends. Par contre, pour Owen 2001, Owen en 2001, malheureusement, l'équipe de Liverpool, elle n'est pas exceptionnelle. Mais Owen en 2001, il explose tout. Owen en 2001, il explose tout. D'ailleurs, Owen, putain, les mecs, la finale de... Je crois, de mémoire, la finale d'Europa League, la plus grande finale d'Europa League que j'ai vue de toute ma vie, c'est celle de Liverpool contre Alaves en 2001. Voilà. Owen en 2000, c'est trop n'importe quoi. Owen... En fait, moi, le truc, Ribéry CR7 en 2013, moi, je me rappelle très bien de cette saison-là. J'avais même le mode du Bayern de cette saison-là, de 2013. Pourquoi tu peux... Oui, tu peux considérer ça peut-être comme un vol, mais pas forcément.
Parce que il faut arrêter de toujours voir par les stats, toujours par les stats. Cette saison-là, Ribéry, il est bon. Ribéry est bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le joueur le plus marquant du Bayern. En fait, cette saison-là, il a pas de chance. Il y a trop de mecs qui sont bons, tu vois. Il y a trop de mecs dans l'équipe qui sont bons. Et dont Robben. C'est difficile. Déco 2004, if I speak. Bah non, mais tu vois. Par exemple, 2004, le ballon d'or de 2004, je suis d'accord avec toi que c'est un vol. Deco doit avoir le ballon d'or 2004 tous les jours. Deco, Beckham 90, Beckham 90, oui, bah oui. Alex 02, pour moi, Beckham doit prendre le ballon. On commence à rentrer dans la discussion. Beckham, il doit être ballon d'or. Pour moi, Beckham doit être ballon d'or 99. Frère, le gars, Beckham triplé, frère. Il fait le triplé. Champions League, FA Cup, Première League. Et en plus, c'est l'époque où il disait, ouais, c'est le joueur qui marque la saison, blablabla, 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 blablabla. Oui, pour moi, David Beckham doit être ballon d'or 99. Henry 2003. Thierry Henry, je vais le répéter, Thierry Henry ne doit jamais être ballon d'or en 2003. C'est de la folie pure. Les gens qui disent ça n'ont pas... Les gens qui disent ça n'ont pas vu l'année 2003. Regardez stats. Thierry Henry ne doit jamais avoir le ballon d'or 2003. Je ne plaisante pas quand je dis ça. Je me rappelle de cette saison-là. Cette saison-là, j'avais le mode de la Juve. Cette saison-là, j'avais les maillots de la Juve. Je me rappelle, comme si c'était hier. Moi, je me rappelle du match contre le Barça, avec le but de Zalayeta en prolongation. Moi, je me rappelle du match contre le Real, avec le but de Nedved. Qu'est-ce que vous me racontez? Tu te qualifies pas, tu sors pas de ton groupe de Ligue des Champions, tu n'es pas éligible pour le Ballon d'Or. Fin de l'histoire. Je sais pas ce que j'en me raconte. Moi, j'ai 35. Maintenant, je te cite en source quand ça parle du... Non, le Ballon d'Or 2003. Mais le Ballon d'Or 2003... Mais ça, c'est purement un truc d'Internet. C'est purement un truc d'Internet. Comment tu mets le Ballon d'Or 2003? Les mecs, non. Moi, ça me rend fou quand des petits, ils vont regarder ils vont regarder... Comme on est en NBA, les mecs, ils viennent, ils te sortent des stats. Oui, mais t'en dis, mais fous ta gueule, gros. Je crois, comme on est en NBA, on parle que... Non. Le Ballon d'Or 2003, c'est Pavel Nedved. Les mecs qui te disent autre chose sont des bluffeurs. Ceux qui te disent autre chose que Pavel Nedved sont des bluffeurs. Moi, je te dis, ce sont des bluffeurs. Jamais de la vie. Mais Thierry Henry, il a quoi, mais tu vois, je suis sûr que c'est qu'un truc français. Ça. Le Ballon d'Or 2000, c'est Zidane. Zidane. Mais oui, le Ballon d'Or 2000, c'est Zidane. Mais Zidane, c'est un con. Zidane, il met un coup de tête à un mec. Il y a le fair play dans le Ballon d'Or. Dans le Ballon d'Or, il y a le fair play. Tu mets un coup de tête. Au revoir. Au revoir ton Ballon d'Or. Bah oui. Zidane, il a loupé 2 Ballons d'Or à cause de... Il a loupé 2 Ballons d'Or à cause de gestes antisportifs. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a le coup de tête contre Hambourg. Et il y a le coup de tête Materazzi. Au lieu de rester calme, tu vois. Si l'Italie en 2000 gagne l'Euro, c'est pour Totti, je pense. L'Euro 2000... Le Ballon d'Or 2007, c'est Greg Coupé à l'OL, je sais pas, j'ai arrêté de regarder le foot quand je suis allé. Ouais, qu'est-ce que tu me racontes, toi? J'ai cru que t'étais sérieux. Connard, va. Zidane, faut pas le chercher, son gros crâne. Il était dans son RP Toro Zizou. Jamais Zidane prend le Ballon d'Or en même temps pendant sa retraite. Frérot, c'est les mecs de France Football même qui ont dit que Zidane devait être le Ballon d'Or. C'est pas moi. C'est les mecs de France Football qui ont dit qu'il devait l'avoir. Si Cannavaro a le Ballon d'Or, c'est parce que Zidane a fait n'importe quoi. 2006, c'est pour Henry si on gagne. Mais tu sais que, Nino là, tu sais que ça par contre, c'est un truc qu'on m'a dit récemment et je trouve que c'est pas déconnant. C'est un truc qu'on m'a dit récemment, ouais, mais tu penses que si la France est gagnée, ça serait pas pour Thierry Henry? C'est pas déconnant. Je dis pas que c'est lui. Non, mais c'est pas déconnant. 2006, il fait une saison de fou, Henry. Finale de Ligue des Champions, plus Coupe du Monde. C'est pas déconnant. Je dis pas qu'il l'avait, j'ai pas dit oui, je valide ou j'en sais rien. Mais moi, je trouve que c'est pas un avis qui... C'est pas déconnant. Finale Coupe du Monde plus finale des Champions, c'est pas déconnant. Le Ballon d'Or 2020, ça devait le donner à Lewandowski. Ouais, bah bien sûr. C'était ouvert de fou. Ouais, 2006, il n'y a pas un mec qui était au-dessus. La saison 2005-2006, il n'y a pas un mec qui est vraiment au-dessus. Qui, pour toi, le plus beau Ballon d'Or, tout BO confondu? Le plus beau Ballon d'Or, tout BO confondu? R9. R9 2002. Pour moi, c'est le plus beau Ballon d'Or. En fait, 2002, le Ballon d'Or de R9, il est beau, mais il faut avoir vécu toute l'histoire.
En fait, tu penses que tout le monde pensait que Ronaldo était foutu, il était fini. En fait, je vais refaire la jeunesse de la Coupe du Monde 2002. En gros, le Brésil, ils sont... je suis bien documenté sur le Brésil parce que moi, quand j'étais petit, j'étais fan du Brésil et de l'Argentine. J'étais un gros fan de l'Argentine. Il y a tous les mecs des années 90, on était souvent fans de la France, du Brésil et de l'Argentine. Voilà. Et le Brésil, en fait, après 98, t'as toute une génération qui se barre. T'as les mecs, les Leonardo, les Tafarel, il y avait qui d'autre, les César Sampaio, les Romario, Bebeto, tous ces mecs. Non, Romario, il est là, mais il va pas être appelé en 2002. Romario, il sera là, mais il va pas être appelé en 2002, tu vois. Il va même pleurer à la télé brésilienne, appelez-moi, bam, il va pas l'appeler. En gros, tous les top players, tous les gros joueurs qui avaient gagné la Coupe du Monde 94, t'en as pas mal qui avaient été reconduits en 98. Après la défaite de 98, ils sont tous dégagés. Non, Cafu, il sera là. Cafu sera encore là. Rivaldo sera encore là. C'est Dunga, tout sera là. Dunga, Bebeto, tous ces mecs-là, ça dégage. Donc, le Brésil, ils vont se retrouver dans une période... En 99, ça va aller. 99, je crois qu'ils gagnent la Copa América. Mais entre 2000 et 2001, le Brésil, il se retrouve dans une période où ils sont mauvais. Ils essayent de prendre plein de joueurs du championnat brésilien. Et t'as Ronaldo qui est blessé. Donc t'as pas d'attaque. L'équipe du Brésil, à chaque match, elle change. En attaque, je sais pas si peut-être vous êtes jeune. Il y avait un attaquant qui, à l'époque, était super fort, qui s'appelait Giovanni Elber, qui va être appelé. Des Mario Jardel, Marcio Amoroso. Il y avait qui avait été appelé Luizao, c'est un attaquant brésilien qui jouait, je crois, au Corinthians. En gros, ils ont pas arrêté de changer l'équipe. Et l'équipe, elle se fait gifler là, elle perd là. Je me rappelle d'un match, ils avaient joué contre l'Argentine, ils avaient perdu 3-1. Ils se font taper par là. Donc pendant une longue période, le Brésil, ils sont claqués. Ils sont moyens. Ils sont à 2 doigts de pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Attendez, je vais vous retrouver le classement. Emerson, il sera là. Roro, Emerson, il sera là. Emerson sera là à la Coupe du Monde 2002 et il va se faire une luxation à l'épaule pendant les matchs de préparation. Je connais cette histoire par cœur. Tu vois. Je connais Emerson est sélectionné pour la Coupe du Monde 2002, sauf qu'il se fait une luxation à l'épaule. Il se fait une luxation à l'épaule pendant les matchs de préparation. Regardez, le Brésil était à 2 doigts de ne pas participer à la Coupe du Monde. Ouais, il se blesse à l'entraînement, Emerson, en faisant gardien de but. Regardez, le Brésil, d'habitude, il survole les qualifs. Le Brésil a 30 points. Vous voyez, là, le Brésil, ils sont à 30 points. Et t'as la Colombie qui a 27 points, l'Uruguay qui a 27 points. En gros, ils sont qualifiés dans les dernières journées. Ils sont qualifiés dans les toutes dernières journées de Brésil, tu vois. Donc, pendant cette période-là, le Brésil, ils sont claqués. Ils font... Est-ce que vous vous rappelez d'un... Peut-être que vous avez peut-être des souvenirs, les plus jeunes. Ilan. Est-ce que ça vous parle, Ilan? C'est un joueur brésilien qui joue à Saint-Etienne. Le Brésil a appelé des mecs comme ça. Il n'était pas encore à Saint-Etienne au moment où il l'appelle en sélection. Mais le Brésil a commencé à faire des équipes bizarres avec des Ilan. Il y avait un attaquant qui s'appelait Washington. Je sais que vous en avez entendu parler. Ils ont commencé à parler beaucoup de... Ils ont commencé à ramener beaucoup de joueurs brésiliens. Ils ont fait beaucoup de changements. Et l'équipe était nullissime. Donc, entre 2000 et 2001, il y a la Coupe des Confédérations au Brésil. Coupe des Confédérations, il y a le Brésil. Ils sont pas ouf. Ouais, c'est le retourner au parc. Le Brésil n'est pas vraiment bon. Le Brésil, l'équipe du Brésil n'est pas vraiment bonne. Pas mal de matchs de prépa un peu compliqués. Et quelques mois avant la Coupe du Monde, l'attaque, on ne sait pas qui est-ce qui va jouer en attaque et tout. T'as Ronaldo, t'as R9 qui revient de blessure, mais il y a des incertitudes. Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient pas? Dans quel état de forme il sera? Il faut savoir que nous, moi j'étais un gros fan de Ronaldo, hein, mais t'as une période entre de 1 an et demi, 2 ans où tu le vois pas jouer. C'est énorme hein, en tant que joueur de foot. C'est énorme. 1 an et demi où tu vois pas un mec jouer, un joueur de foot qui se pète la jambe, qui est blessé. 1 an et demi, tu vois, t'as plus vraiment d'espoir pour lui. Donc, aux alentours de la Coupe du Monde, tu commences à entendre des noms, voilà. Ronaldo va peut-être être appelé, il va peut-être être appelé, tout ça. Et il y a Romario. Romario, c'était un phénomène. Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais Romario, c'était un attaquant brésilien, c'était un phénomène, il marquait plein de buts. Et Romario, il a 36 ans, et je crois, en championnat du Brésil, il a mis, je crois, 25-30 buts. Donc, t'as un lobbying brésilien, t'as un gros lobbying brésilien qui veut que Romario aille à la Coupe du Monde, si jamais Ronaldo se pète et tout. Le sélectionneur, c'était, vous le connaissez peut-être, c'est Luis Felipe Scolari, qui a entraîné le Portugal et qui est revenu avec la sélection brésilienne. Luis Felipe Scolari, c'est lui qui a entraîné le Brésil. Et au final, il l'appelle Filipao. Filipao, il dit non, moi je prends pas de Romario, on va compter sur Ronaldo, R9, sur la jeunesse, Ronaldinho,
qui avait 20-21 ans, un truc comme ça. Il avait compte sur Ronaldinho. L'attaque, en gros, du Brésil, ça va donner R9, Rivaldo, Ronaldinho. Et les backups, les backups, les backups, c'était qui? C'était Luizao, des mecs bizarres du championnat brésilien. En fait, dans cette Coupe du Monde, contrairement à ce que vous connaissez du Brésil, maintenant, la plupart des joueurs, t'avais beaucoup de... Romario n'est pas appelé. Romario, au final, ne sera pas appelé pour 2002. Il va pas être appelé pour 2002. Et le Brésil, à cette époque-là, c'est un mix entre bons joueurs européens et les joueurs qui jouent au Brésil. C'est rare, hein. C'est comme si demain, à la Coupe du Monde, tu vois, au Brésil, t'as des mecs qui sont à Santos, d'autres à Porto Alegre, des trucs comme ça. Et le Brésil constitue une équipe de 2000. Mais il y a quand même des doutes. Il y a quand même beaucoup de... Ouais, Kaka, il était là, mais il joue pas à la Coupe du Monde 2002. Il y a beaucoup de doutes sur l'équipe du Brésil par rapport à tout ce qu'ils avaient fait entre 2000 et 2001. Et Ronaldo, les gens savent pas s'il sera en forme et tout. Donc, de mémoire, là, le Brésil, je ne voudrais jamais cette équipe. Le gardien de but, c'est Marcos, il joue au Brésil. À droite, c'est Cafu. La défense centrale, c'est Roque Junior, c'est un défenseur de... Roque Junior, c'est un défenseur de l'AC Milan, mais qui est un peu remplaçant. Lucio Roque Junior. Lucio, c'est le défenseur du Bayern. À gauche, Roberto Carlos. Et milieu de terrain, si je dis pas de bêtises, il y avait Gilberto Silva. C'était un 6 qui jouait, 6 relayeur qui jouait à... Non, Macon, il vient des années après. Gilberto Silva qui joue à Arsenal. Kleberson, c'est un mec que vous connaissez pas. C'est un joueur qui joue au Brésil, à l'Atlético Paranaense, un truc comme ça. Et Gilberto, exactement. Kleberson et Gilberto. Et en gros, c'est un milieu de terrain que les gens, ils disent, mais wesh, c'est qui ces mecs-là? L'Europe, ils se disent, mais c'est qui ces mecs-là? On les connaît pas. Frère, le Brésil, vous nous avez habitués à des stars. Vous nous ramenez des Kleberson. Je vais vous montrer la tête de Kleberson. Vous nous ramenez des mecs avec des appareils dentaires. C'est qui? Attends, je vais vous montrer. Les gens, ils se disent, mais c'est quoi cette équipe de trou du cul? Je vais vous montrer, c'est un mec, là. C'est un mec. Il joue avec un appareil dentaire. La tête de la mère, il joue avec un appareil dentaire. C'était un random, hein. Il a joué à Manchester United après. Il a joué à Manchester United. Et il a pas fait, Kleberson, il a pas fait long feu, attends, je vais marquer Kleberson Tiff. Il a pas fait long feu. Ah, je vois pas, il y a pas de photo de ses dents. Bref, Kleberson, un joueur qui joue au Brésil à ce moment-là. Et devant, t'as les Ronaldo, Oui, il y avait Edmilson. Il y avait Edmilson. Edmilson qui marque le plus beau but de la Coupe du Monde. Edmilson, il met le plus beau but de la Coupe du Monde contre le Costa Rica. C'est Edmilson qui va être élu plus beau but de la Coupe du Monde 2002. Ciseaux contre le Costa Rica. Et en fait, cette équipe, tout le monde dit, ouais, les Brésiliens, ils sont forts, mais on sait pas trop. Est-ce qu'ils sont vraiment forts? Est-ce qu'ils vont tenir? Est-ce que Ronaldo va se blesser? Il y avait Ronaldinho, parce que il y a un truc que souvent les gens oublient, et ça, c'est une grosse branlette d'Internet, encore une fois. Ronaldinho, c'est un bon joueur, mais il est vu comme il est irrégulier de malade. Parce que souvent, les mecs disent, oui, mais Ronaldinho, et nanani, au PSG, il était régulier. Parce que quand vous avez des images, on vous met des images de Ronaldinho, on vous met que des images où il jouait bien. Quand tu fais une compilation d'un joueur de foot, c'est logique, on va te mettre... Bon, maintenant, il y a du banter et tout, on vanne les gens. Mais quand tu fais une compilation d'un joueur de foot, on va te mettre que des images où il dribble et tout. Ronaldinho, il y avait beaucoup de... Il était très irrégulier au PSG. Donc, les mecs se disent, ah, mais est-ce qu'avec le Brésil, ça va le faire et tout, nanana. Et t'as Rivaldo qui est un peu vieillissant. Rivaldo, il est un peu vieillissant. Ouais, c'est Barcelone, ça va un petit peu moins bien. Et pour preuve, à la fin de la Coupe du Monde, le FC Barcelone le laisse partir à Milan. À la fin de la Coupe du Monde, Rivaldo va jouer à l'AC Milan. Il va pas rester très longtemps. Mais Rivaldo part à Milan à la fin de la Coupe du Monde 2002. Il va à Milan et il était plus trop en forme. Donc, tu as beaucoup de... vous vous rendez compte tout ça pour vous expliquer pourquoi le plus beau ballon d'or pour moi, c'est Ronaldo. Donc, Rivaldo, un peu vieillissant. Donc, ils ont une équipe en 2002, parce que maintenant, il y a les trucs, mais sur le papier, à l'époque, t'as des joueurs brésiliens, on les connaît pas trop au milieu de terrain. T'as une défense, ouais, bon, à voir. Un gardien de but qui joue dans le championnat du Brésil. Et t'as un Ronaldo. Merci pour le sub, Don Boubou. T'as un attaquant R9 qui était très souvent blessé. T'as Ronaldinho qui est régulier, c'est un jeune, mais on sait pas ce que ça va donner. Et t'as Rivaldo qui est vieillissant. Et donc, pour précision, les deux favoris de cette Coupe du Monde-là, en 2002, les deux favoris de la Coupe du Monde, c'est la France. La France, avant 2002, je pense que de mon vivant, je n'ai jamais vu une équipe de France aussi forte. Avant la Coupe du Monde 2002, l'équipe de France... Non, c'est pas l'Angleterre. Je vais dire pourquoi c'est pas l'Angleterre. Je vais épingler tout de suite. Je vais dire pourquoi c'est pas l'Angleterre. Je vais dire, jamais de la vie l'Angleterre n'est un favori de la Coupe du Monde. L'équipe de France, c'est l'une des meilleures équipes du monde. C'est simple. Avant la Coupe du Monde, mais tu leur mets n'importe qui, la France, elle met 3 buts.
Il y a des petits matchs où ils galèrent un peu, mais tu mets Allemagne, Portugal, qui tu veux, la France, elle tape. Non, c'est pas l'Italie, c'est la France. Avant ça, et en plus, la France, elle est championne du monde et elle vient de gagner l'Euro. La France a gagné la Coupe du Monde et l'Euro face à l'Italie. La meilleure équipe du monde avant la Coupe du Monde 2002, c'est la France. Et attends, et je vais te raconter un détail. Pourquoi c'est la France? Déjà, la France, elle gagne la Coupe du Monde 98, elle gagne l'Euro 2000. Et la France, elle a le meilleur buteur de Première Ligue dans son équipe, avec Thierry Henry. Elle a le meilleur buteur de Serie A, David Trezeguet. Elle a le meilleur buteur de Ligue 1, Djibril Cissé. Ils ont trois meilleurs buteurs dans chaque championnat dans leur équipe. Est-ce que tu te rends compte? Derrière ça, t'as Robert Pires. Bon, après, Robert Pires, il se claque, donc il n'est pas là. T'as Zidane. T'as Patrick Vieira. T'as une équipe de fous. Et la France, elle va se faire éliminer au premier tour. La France, elle va se faire éliminer au premier tour de la Coupe du Monde. Elle va pas sortir de son groupe. Elle va perdre contre le Sénégal. Elle va faire match nul contre l'Uruguay. Et elle va perdre 2-0 contre le Danemark. La deuxième équipe favorite de la Coupe du Monde, c'est l'Argentine. L'Argentine, à ce moment-là, c'est après la France, c'est la meilleure équipe du monde. Après la France, l'Argentine, à ce moment-là, c'est la meilleure équipe du monde. Elle tabasse tout le monde. Les campagnes d'éliminatoire Amérique du Sud, elle tabasse le Brésil, aller-retour, tout ce que. Elle tabasse tout le monde. Ils ont une équipe de fous furieux. Crespo, peut-être vous le connaissez, Hernan Crespo, Batistuta. Saviola, il n'était pas là. Saviola, il était encore équipé ce là. Crespo, Batistuta, Claudio Lopez, Véron, Ortega. Il y avait tellement de mecs. Il y avait, comment ça s'appelle? Sorin, Ayala. Ouais, Diego Simone. Ils avaient une équipe de malades mentales. Il y avait une équipe. Riquelme, il n'est pas là. Riquelme, je crois que Riquelme fait 2006, mais il fait pas 2002. Pablo Aimar n'est pas là. Javier Zanetti. Il y avait Javier Zanetti. Ils ont une équipe. L'Espagne a une équipe de malades. L'Espagne a une équipe de malades. Et l'Argentine a une équipe de malades. Mais sortie au premier tour, l'Argentine, elle va se faire éliminer par. L'Argentine, elle perd. Oui, Jésus Almeida, mais comme ça. L'Argentine, elle va perdre contre l'Angleterre 1-0. Elle va battre le Nigeria 1-0. Elle va perdre contre l'Angleterre. Elle va battre le Nigeria et elle va faire, je crois, elle va faire 2 partout contre la Suède. Ils vont faire 2 partout ou 1 partout contre la Suède. Ils vont se prendre un coup franc d'Anders Svensson et ils se font éliminer au premier tour de la Coupe du Monde. Donc cette Coupe du Monde, déjà, tu vois que les équipes qui sont censées être chaudes, elles sortent. Le Brésil, encore, je vous rappelle pourquoi je vous parle de ça. Le Brésil, à ce moment-là, il y a énormément de doutes. Surtout quand tu vois les premiers matchs de poule, les équipes qui sont censées être favorites, elles ont un peu de mal. L'Italie en groupe, ça passe, mais c'est compliqué. La France, elle se fait taper. L'Argentine, c'est compliqué, et ainsi de suite. Donc, tu as beaucoup de gens qui sont en mode, mais wesh, qu'est-ce qui va se passer? C'est trop dur, blablabla. Et là, tu as le Brésil. Le Brésil, les gens ont des doutes, parce que les gens, ils ont oublié cette période. Les gens ont des doutes sur le Brésil. Le Brésil, contre le Brésil, premier match, il joue contre la Turquie. La Turquie, c'est peut-être cette équipe-là, la Turquie, c'est peut-être l'une des meilleures Turquies de l'histoire. Et le Brésil galère contre la Turquie. Le Brésil est galère contre la Turquie. Mais c'est un truc de ouf. Mais genre, ils gagnent 2-1. Mais il y a un joueur turc qui se prend un carton rouge pour rien du tout. Le Brésil, la Turquie est super dangereuse. Et au final, le premier match, le Brésil gagne 2-1. Et Ronaldo que personne n'attendait, que personne n'attendait, marque ouvre le score et met le deuxième but contre la Turquie. Et là, sa Coupe du Monde est lancée. La Coupe du Monde de Ronaldo, elle est lancée. Ils vont jouer le deuxième match, je crois que c'est contre la Chine. Ils gagnent 4-0. Le troisième match, ils jouent contre le Costa Rica, ils gagnent 5-2. Ronaldo met un doublé. Et et quand ils sortent du groupe, ils sortent de phase de poule, là, tu sens que l'équipe qui est un peu au-dessus dans cette Coupe du Monde, finalement, c'est peut-être le Brésil, l'Allemagne. Moi, j'ai une take par rapport à ça. Je pense que l'une des équipes qui aurait pu gagner cette Coupe du Monde, et je le maintiens, peut-être je suis fou, mais moi, j'en suis sûr et certain, l'Italie, si jamais ils sont pas carottes par la Corée du Sud, la tête de ma mère que cette équipe-là peut taper le Brésil de 2002. Moi, j'en suis sûr. Cette équipe d'Italie, c'était trop solide. Maintenant, les anciens, libre à vous d'être d'accord avec moi. Je pense que cette équipe d'Italie et d'ailleurs, cette équipe d'Italie, c'est l'ossature de celle qui va gagner la Coupe du Monde 2006. L'équipe d'Italie, c'est l'ossature de celle qui va gagner la Coupe du Monde 2006. L'erreur de l'Italie en 2004, c'est d'en vouloir. Et après, c'est marrant parce que
Après, ils vont plus jamais vraiment le faire. L'erreur de l'Italie en 2004, c'est d'avoir aligné pas mal de jeunes et ça n'a pas trop matché et tout. Et ils se font éliminer, au premier tour de l'Euro. D'ailleurs, l'élimination de l'Italie, l'Italie se sont fait carotte par la Corée, ils se font aussi carotte par le Danemark et la Suède. Le match Danemark-Suède de l'Euro 2004, pour moi, l'ONU devrait s'y pencher, mais c'est trop tard. C'est un complot. Ce match est un complot. En fait, je vous explique le match pour éliminer l'Italie. En fait, le Danemark et la Suède doivent faire 2 partout. Doivent faire 2 partout. Pas plus, pas moins. Pas 3-3, ni 1-1. 2 partout. Comme par hasard. Et allez voir la gueule du match. Il y a de l'intensité et tout, mais il y a le but du 2-2, c'est très bizarre. Le but du 2-2 est très bizarre. Voilà. Le but du 2-2 est très bizarre et ça élimine l'Italie de l'Euro 2004. Bref. Ils se sont mis d'accord. Mais pour moi, ils se sont mis d'accord. Pour moi, c'est un arrangement. Mais pour moi, mais bref. Et je disais que l'équipe de l'Italie, pour moi, elle avait les armes pour battre le Brésil. Mais ça, on fera pas l'histoire. Et le Brésil, sorti de leur groupe, ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal, le Brésil. Parce qu'à chaque fois, les gens ne racontent pas l'histoire. La Belgique, quand ils sortent de leur groupe, en huitième, huitième, ils jouent huitième, quart, demi. Ouais, huitième, le Brésil va jouer contre la Belgique. C'est la galère. La Belgique malmène le Brésil. La Belgique marque un but valable. La Belgique va marquer un but valable qui va être refusé. Derrière la Belgique, met 2-0. Oui, Décol Me Benji, le 2-0 que la Belgique prend est injuste. Et la Belgique, à cette époque-là, est une équipe très solide. C'est une équipe qui est très sérieuse, très solide. C'est une équipe qui est revancharde parce qu'à l'Euro 2000, la Suède s'était fait tabasser. L'Euro 2000, c'était organisé par les Pays-Bas et la Belgique. Et à l'Euro 2000, la Belgique se fait éliminer au premier tour. Elle se fait éliminer au premier tour. La Belgique, ils avaient Suède, Italie, Turquie. Et c'est la Turquie et l'Italie qui vont se qualifier pour le tour suivant. Ils ont un peu renouvelé l'équipe. Derrière, il y a eu pas mal de nouveaux joueurs. Il y avait qui à cette époque en Belgique? Il y avait Marc Wilmotte, qui est devenu entraîneur. Il y avait Daniel Van Buiten. Il y avait... Je sais pas, mais il y avait pas mal de mecs qui étaient... En fait, il y avait beaucoup de joueurs intéressants, mais c'est pas des stars, tu les connais pas. Il y avait Walter Basseggio, il y avait Bart Gore, il y avait Vertonghen, il était pas là, mais non, Vertonghen, c'était un bébé à cette époque-là. Ouais, il y avait Van Buiten, il était déjà là, et il jouait à l'OM à ce moment-là. Il y avait Bart Gore, il y avait Luc Nilis, je sais pas si c'est un attaquant qui jouait au PSV, c'est un Belge qui était chaud. Et ils avaient pas mal de petits joueurs intéressants. Il y avait les frères Mpenza, je sais pas si vous connaissez, c'est des mecs qui ont joué, ils jouaient à Manchester City. Il y avait Emile Mpenza, Mbo Mpenza, son frère. Enzo Schifo, il n'était pas là en 2002. Enzo Schifo, il n'était pas là en 2002. Je crois pas, il n'était pas. Il y avait un défenseur qui était chaud. Ceux qui supportent Lyon, il y avait Éric De Flandre. Je sais pas si ça vous parle. C'est un des très bons défenseurs belges. Il y avait Éric De Flandre qui était. Compagnie, il arrive après. Et il y avait Éric De Flandre, un défenseur qui jouait à l'Olympique Lyonnais, qui était très 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 fort. En gros, les Belgiques, ils avaient une super équipe. Et au final, ils sont fait 2-0. Ils ont perdu 2-0 contre le Brésil et c'était pas mérité. C'était vraiment pas mérité. Mais en fait, parce que souvent les gens disent oui, le Brésil, blablabla, mais 2002, ça a été compliqué pour le Brésil. Mais il y a toujours eu ce truc. Il y a eu un joueur qui a sauvé par l'individualité, machin. Quart de finale, il joue contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre, ouverture du score du Brésil, de l'Angleterre. L'Angleterre, elle ouvre le score par Michael Owen. Il y a Lucho, il fait une erreur bizarre. Michael Owen. Ensuite, égalisation. Mais Ronaldinho, il fait un match de ouf. Égalisation de Rivaldo, passe décisive de Ronaldinho. Et il y a Ronaldinho qui met son coup franc. Moi, je suis persuadé qu'il n'a pas fait exprès. Le coup franc de Ronaldinho, je suis persuadé qu'il n'a pas fait exprès. Voilà, il dit qu'il a fait exprès, moi, j'y crois pas. Et t'as ça. Et même là, attends, De Flandre était à l'OL. De Flandre était à l'OL. Ils vont en finale de la... Ils retrouvent en demi-finale... Attends, en demi-finale, le Brésil retrouve la Turquie. Le Brésil retrouve la Turquie. Et la Turquie, je vous ai dit, en poule, ils avaient galéré. Là, ça va être encore pire. Là, la Turquie, ça va être encore pire. Le Brésil va lutter de ouf. Ça va être compliqué. Et qui va marquer contre la Turquie? Ronaldo. C'est Ronaldo qui met un but de la pointe contre la Turquie. Et la Turquie se fait éliminer 1-0 par le Brésil.
Et en finale, le Brésil contre l'Allemagne. L'Allemagne, c'est la meilleure équipe du tournoi. L'Allemagne, pendant le tournoi, l'Allemagne encaisse qu'un seul but. L'Allemagne encaisse qu'un seul but. C'est un but contre l'Irlande en phase de groupe. Ils prennent un but face à l'Irlande en phase de groupe. La Coupe du Monde, je pense que c'est peut-être l'une des rares fois, moi c'est mon avis, hein, c'est l'une des rares fois où je pense qu'un gardien de but aurait pu être Ballon d'Or. Je ne plaisante pas. Je pense que c'est l'une des rares fois où un gardien de but aurait pu être Ballon d'Or. Et c'est l'une des rares fois où un latéral aurait pu être Ballon d'Or. Là, c'est Roberto Carlos, j'oublierai jamais. Non, il prend un but, Oliver Kahn, contre l'Irlande. Ils font un partout contre l'Irlande, les Allemands. Roberto Carlos, c'était trop fort. Roberto Carlos, saison de malade. Avec le Real, il fait Ligue des Champions plus Coupe du Monde. Roberto Carlos, je crois qu'il va finir 3e au Ballon d'Or ou 2e. Et Ronaldo, pour toi, le prochain BO va se jouer sur la Coupe du Monde 2026? Oui, bien sûr. Pour moi, le prochain Ballon d'Or va se jouer sur la Coupe du Monde. Et je pense que peut-être, ça va être peut-être l'année de Lamine Yamal. Parce que l'équipe d'Espagne, je dis pas qu'ils vont la gagner, mais pour peu que l'équipe d'Espagne aille en demi-finale avec 1 ou 2, 3 buts de Lamine Yamal, plus une bonne saison, ça peut être intéressant pour lui. Mbappé, à voir sa saison avec le Real, on va voir si niveau comptable, s'il met ses buts, si niveau titre, il fait ce qu'il a à faire, oui. Mais de toute façon, sur une année de Coupe du Monde, il y a beaucoup de contenders pour le Ballon d'Or. Faut déjà qu'il se remette de sa plus belle vie. C'est l'année de Saka. Non. Avec tout le respect, les gars, Bukayo Saka, c'est pas. J'annonce l'Angleterre de Tuchel gagne la Coupe du Monde et Palmer Ballon d'Or, oui. La Coupe du Monde va être un game changer. Malheureusement, les journalistes sont des opportunistes, vous le savez, ils retiennent que la fin. Pour toi, quelle équipe africaine peut faire un braquage? Moi, j'ai toujours dit la seule équipe africaine que je vois faire un truc intéressant, c'est le Maroc. Voilà. Pourquoi le Maroc? Parce que c'est l'équipe la plus complète. C'est l'équipe la plus complète. Même si je trouve leur attaque, c'est un peu léger. En attaque en pointe, c'est un peu léger. Je trouve que c'est l'équipe la plus complète. Bon gardien de but, bonne défense, bon milieu. Juste l'attaque, c'est pas. Ils n'ont pas un top 9, mais ça peut le faire. Ça peut carrément le faire de reperf à la Coupe du Monde, je pense. C'est mon avis. Je pense Côte d'Ivoire, nous, déjà, faudrait qu'on se qualifie, mais la Côte d'Ivoire, j'y crois pas vrai, j'y crois pas du tout à la Coupe du Monde. Je préfère être. Il faut être. Ah oui, c'est vrai, ils ont le petit là, le nouveau là. Vous avez raison. C'est vrai. Non, 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 je suis un mytho. Ils ont un nouveau neuf là qui est dangereux. Mais je pense que le Maroc c'est plus solide. Le Maroc c'est vraiment le plus solide pour faire quelque chose. Ouais, le petit qui est dangereux là. C'est le plus solide pour aller loin à la Coupe du Monde des équipes africaines. La Côte d'Ivoire, j'y crois absolument pas, honnêtement. Après, j'espère me tromper, hein. La Côte d'Ivoire est vraiment mauvaise. Même si on a gagné la CAN, on a gagné parce qu'on a de la chatte. Et Sénégal, je sais pas trop. Il y a beaucoup. Je sais pas. Mais pour moi, les plus armés sont les Marocains pour pour gagner pas la gagner. Mais si tu me dis une équipe qui va le plus loin, les Sénégal, j'ai des doutes. Sénégal, j'ai énormément de doutes du Sénégal depuis la CAN et les quelques petits matchs de préparation que j'ai vus. Par exemple, le match contre le Congo, même si la RDC a progressé, tu galères autant contre une équipe du RDC qui est en reconstruction. Tu peux gagner la Coupe du Monde, mais c'est pas avec ces perfs-là que tu vas faire une demi-finale. Bref, on repasse sur la Coupe du Monde 2002. Ouais, on va revenir sur la Coupe du Monde 2002. Ça vous intéresse? Vous aimez bien quand je vous fais des points histoire sur le foot avec mes yeux et mon regard. Et au final, le Brésil gagne 2-0. Gagne 2-0. Oliver Kahn est monstrueux à la Coupe du Monde. Il est monstrueux partout. Et le Brésil gagne 2-0 la Coupe du Monde, doublé de Ronaldo. Et là, c'est le retour, Ronaldo qui gagne la Coupe du Monde. Parce que Ronaldo, faut le voir, c'est comme si tu avais Lamine Yamal, 17 ans, qui vient. Parce que Ronaldo, quand il était jeune, c'était déjà un phénomène. Hein, qui pète tout, qui est excellent, qui marque. Et d'un coup, il se blesse. Il se blesse 2 fois. Il se pète 2 fois les tibias. Et donc, tu es dans un truc où tu te dis, mais non, mais c'est fini. C'est terminé, il reviendra pas, c'est cuit pour lui. Bah, tout le monde pensait ça. Moi, je me rappelle sa blessure contre la Lazio, où il tombe et il se met à crier, pleurer et tout. Tout le monde se dit non, mais c'est mort. Et Ronaldo reviendra pas, c'est fini pour lui et tout. Puis il revient, et Ronaldo fait une saison exceptionnelle. Enfin, il fait pas une saison exceptionnelle. Il revient en fin de saison avec l'Inter, il fait quelques matchs. Il fait une Coupe du Monde de malade. Et derrière, il est transféré au Real Madrid. Derrière, il est transféré au Real Madrid, il fera. Ronaldo, en vrai, il va faire 3-4 bonnes saisons. 3-4 bonnes saisons au Real Madrid.
Et puis après, bah, il part à Milan et c'est le début de la fin de sa carrière. Voilà. Mais en tout cas, la Coupe du Monde, moi, pour moi, symboliquement, le plus beau ballon d'or, c'est R9 2002. Le retour de la blessure, le phénomène qui confirme en fait, qui confirme enfin ce qu'il est vraiment, la méga star, le buteur, le mec qui change le Brésil, parce que le Brésil, comme je vous ai dit, il y a quoi, 20-30 minutes, le Brésil avant 2002, ils puent leur grand-mère, ils sont moyens, à 2 doigts de pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Ronaldo vient, tout revient. Parce qu'il faut savoir un truc, quand le Brésil pue la merde, Ronaldinho, Rivaldo, ils sont là. Ok, ils changent beaucoup les équipes. Rivaldo, Ronaldinho sont dans l'équipe du Brésil qui pue la merde. Ronaldo arrive, tout change, tout change. Et il prend son BO et derrière Ronaldo, il fait, bah, de toute façon, vous connaissez, hein, il fait sa saison. Tu penses quoi de Modric sur 2018? Moi, ça me choque pas du tout que ce soit le ballon d'or parce que, en fait, le truc, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, tout simplement. Tu le veux ou non. Tu vas en finale de la Coupe du Monde avec ton pays. La Croatie, un petit pays, plus Champions League. Respecté. Respecté. Donc Rivaldo, c'était pas si fou que ça. Si, mais le problème, c'est qu'en 2002, c'est pas Rivaldo de 99. Rivaldo, c'est pas Rivaldo de 98, c'est pas Rivaldo de 2000, c'est pas... Non, Rivaldo était trop fort. Rivaldo, t'es un fou, il était fort, mais c'est que en 2002, il est sur la fin de sa carrière. Et on a dit Rivaldo, derrière, après 2002, Rivaldo, il va à Milan, mais Milan, il est remplaçant parce qu'il est vieillissant. Et il va jouer à l'Olympiakos en Grèce et tout, tu vois, non, non, non. Mais Rivaldo, c'est un joueur de malade, on le respecte. Non, 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 mais moi, je suis pas d'accord. Modric mérite la Coupe du Monde. Eh, déjà, rien que aller en finale de la Coupe du Monde avec son but contre l'Argentine, tout le tralala. Non, 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 respectez Modric 2018. Je sais que les fans du Barça, vous aimez remettre plein de choses en question. Mais pour moi, c'est pas un vol. C'est pas un vol. Et puis il y a des gens qui me disent, ouais, mais c'est Varane, machin. Non, là, cassez-vous de là, gros. C'est Modric. De toute façon, après moi, c'est très personnel. Jamais de la vie, je donne le ballon d'or à un joueur défensif. Qu'on soit clair. À partir de là, maintenant, vous pouvez vous faire. Sauf si vraiment le joueur défensif, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Genre, il a été. Mais sinon, je donne pas le ballon d'or à un défenseur, un joueur défensif. Même sur la saison qu'il fait en Ligue des Champions, il est incroyable. Il vient de dire le football à gagner, bien sûr. Varane, BO, c'est une tech de pro flic, je suis d'accord. C'est une tech de. Mais jamais. T'as quel âge pour parler de Rivaldo de 98 comme ça? J'avais quasiment 9-10 ans quand Rivaldo il gagne le ballon d'or de 99. Carrément, je vais t'expliquer un truc. Le France Football. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Twitter. Il n'y avait pas Twitter, les réseaux. Le France Football de Rivaldo 99, je l'avais. Je m'en rappelle. Et pourquoi? Parce que moi, quand j'étais petit, et ça, je l'ai déjà dit en stream, quand j'étais petit, j'étais fan du FC Barcelone. Ça, c'est dingue. Hein. Parce que moi, maintenant, je déteste ce club et je n'aime pas leur fan de base. Quand j'étais petit, j'étais un fan du FC Barcelone. Mon premier maillot du FC Barcelone, j'avais un maillot, il était bleu, là, rouge, là, et il y avait écrit 1899, un truc comme ça. Moi, j'aimais beaucoup, j'étais fan du FC Barcelone quand j'étais petit. Moi, j'aimais le. D'ailleurs, et je l'ai déjà dit en stream, les gens mais c'est trop drôle la vie. Hein. L'un de mes joueurs préférés au FC Barcelone, quand j'étais petit, c'était Luis Enrique. C'est pas une blague. J'aimais trop Luis Enrique. Il avait le numéro 21. Il avait le numéro 21, je me rappelle. Luis Enrique, le numéro 21. C'était un milieu il se tapait grave. C'était un mec agressif et tout, je l'aimais trop. Luis Enrique, moi quand j'étais petit, c'était pour le FC Barcelone. Il y avait Luis Enrique, Kluivert, il y avait qui d'autre que j'aimais bien? Il y avait Figo. Figo, Guardiola. Leur gardien de but, c'était qui à l'époque? C'était Vitor Baya. Le gardien de but, c'était Vitor Baya. Après, ça a été Ruud Esp. Il était claqué. Après, ça a été Richard Dutruel. Père son âme, Robert Enke. Ils avaient des problèmes avec le gardien de but. Robert Enke, ils avaient un gardien de but qui s'est suicidé. Je sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. Ils ont un gardien de but qui s'est suicidé. Mais il était pas au Barça, il s'est suicidé après. Il s'appelait... ouais, non, est-ce que je dis pas de bêtises? Je crois que c'est Robert Enke, ouais. Ouais, il y avait DU que j'aimais bien, il y avait Philippe Cocu, les frères de... Ouais, mais tu sais qu'il y avait... Mais oui, c'est l'époque où il y avait tous les Hollandais. Il y avait les frères Cocu, Winston Bogard, Reisinger, Marco Vermars, Zenden. Ils avaient full Hollandais... Non, Baumel, il arrive des années plus tard. Là, je te parle de 2000. 2000. Ils avaient plein d'Hollandais. Et c'était... j'aimais bien. Et après, moi, je me suis focus sur l'OM. Moi, mon club, c'est l'OM. Moi, c'est vrai que l'année prochaine, ça va officiellement faire 30 ans que je supporte l'Olympique de Marseille. Là, je supporte l'OM depuis... je me rappelle, à la base, j'étais pour l'AS Monaco quand j'étais petit. Et mon daron, il m'a mis dans l'OM. Je devais avoir 6-7 ans quand j'ai commencé à supporter vraiment Marseille. Ça va... Non, l'Odrup, c'est avant. L'Odrup, c'est des années 90. J'étais petit.
David, s'il vient en 2004. David, s'il vient en 2004. Et moi, ça va faire 30 ans que je supporte l'OM. Et j'ai commencé à supporter l'OM depuis. Mon premier joueur, mon premier joueur préféré à l'OM, c'était Robert Pires. Robert Pires, j'avais avoir 7, 8 ans. Robert Pires, c'était mon joueur de dingue. Et Florian Maurice. Je sais pas si vous connaissez. C'est marrant parce que vous, il y a des mecs. Pour vous, c'est juste des mecs de staff. Vous connaissez, ah ouais, Ravanoli, je l'aimais bien, mais sans plus. Mais Florian Maurice, est-ce que ça vous parle? Florian Maurice, il est dans le staff du Stade Rennais, je crois, maintenant. Lui et Robert Pires, c'était mes joueurs sûrs. C'était l'OM, vraiment. L'OM, c'est vraiment mon club de cœur de malade. Ouais, j'ai vu quand même mon club gagner la Ligue 1. J'ai vu quand même l'OM gagner la Ligue 1. J'ai vu gagner, on a gagné la Ligue 1. Ouais, Eric Roy. Putain, t'as une mémoire de malade. Il y avait Eric Roy, je me rappelle. Comme t'as dit, pour qu'un 2002, quel défenseur a dominé au point de mériter le ballon d'or? J'ai pas de souvenir d'un défenseur, genre tu dis, mais ouais, il mérite le ballon d'or. J'ai pas de souvenir d'un défenseur où tu dis, non, mais lui, ça y est, tu vois. Attends 2 secondes. Je vois le seul humain qui a vu les 1000 buts de Pelé. Non, j'étais trop. Cannavaro, non, c'est pas un scandale. Le ballon d'or de Cannavaro, c'est pas un scandale. C'est un truc qui est très. C'est un ballon d'or qu'on va qualifier de circonstanciel. À l'époque, moi, sinon, j'aime bien Messi, j'ai pas de problème avec Messi. Juste, j'aime pas le FC Barcelone et sa fan base. Euh, le truc, c'est que le ballon d'or de 2006 est circonstanciel. C'est-à-dire que c'est Zidane qui doit. Les années de Coupe du Monde, c'est le champion du monde qui a le ballon d'or. Le truc, c'est que Zidane met le coup de tête, geste anti-sportif, éliminé. On va voir l'équipe qui gagne la Coupe du Monde. On va voir qui est le mec qui le méritait le plus. Fabio Cannavaro, il fait une saison de fou avec. Il fait une très bonne saison, il fait une saison de fou en Serie A. Il gagne la Coupe du Monde, il fait une Coupe du Monde de malade. Ballon d'or pour Cannavaro. Fin de l'histoire. C'est pas un scandale. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, et quand les gens, pitié, le peu de personnes qui sont sur ce stream-là, c'est quand tu parles de quelque chose que tu n'as pas vécu ou des mecs te racontent un truc, c'est important de contextualiser. Tu vois, d'expliquer le contexte. Neymar pourra le gagner, tu penses? Non, je pense que Neymar, c'est terminé. C'est fini, Neymar. Là, il fait ses derniers matchs et tout. Mais c'est triste. Neymar, c'est triste. Maintenant, je sais qu'il y en a, ça va pas leur plaire ce que je vais dire, mais la plus grande erreur de Neymar, c'est d'être parti au Paris Saint-Germain. Je sais que vous n'allez pas être content, hein. Je sais que vous allez dire, mais tu supportes l'OM. Non, c'est pas objectivement, hein. Et vous savez que je sais être objectif. Neymar n'aurait jamais dû partir du FC Barcelone. Après, je dis pas, je pense qu'il aurait peut-être été bridé par Messi. Il aurait peut-être jamais gagné le ballon d'or parce que Messi était devant. Mais je pense que ça n'a pas été bénéfique pour lui d'aller au Paris Saint-Germain. Je pense que ça n'a pas été bénéfique. Je dis pas que. On sait pas. Là, c'est de la science-fiction. On sait pas ce qui va se passer. On sait pas ce qui se serait passé. Mais moi, de mon avis, ça n'a pas été bénéfique d'aller devenir au Paris Saint-Germain. Pas parce que. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Le contexte. Le fait que. Parce qu'il y a un truc que les gens oublient. Mais c'est très important. Il faut pas qu'on l'oublie. Parce que souvent, les gars. Bon, là, Dieu merci. Dembélé, il a eu son ballon d'or, il a fait les choses bien et tout. Mais n'oubliez pas qu'on est on est un petit championnat. Parce que quand tu veux être considéré comme le meilleur joueur du monde ou patati patata, obligatoirement qu'on a. Moi, je pense que si la Ligue des Champions, c'est l'Inter qui la gagne, le ballon d'or, il va dans les mains de Lamine Yamal. Mais il va pas dans les mains de Dembélé, même s'il fait une finale, il fait un truc de fou. Parce que la Ligue 1 est considérée comme un petit championnat et malgré tout, même s'il y a du niveau, tout ça, on n'aura jamais le niveau d'une Liga. On sera jamais au niveau d'une Ligue 1, on sera jamais au niveau d'une Première Ligue et dans les votes. C'est normal. Va regarder le premier but de Dembélé Messi, faisait tout pour donner la balle. Bah 2018, il aurait pu l'avoir s'il joue à Barcelone. Faut voir le niveau. Ouais, mais il y a Messi. Neymar est arrivé et a gardé le statut de mégastar au PSG au lieu de choisir l'encadrement du Barça. Aux côtés de Messi, donc, sans la même pression, ça aurait pu mener. Non, mais je pense. Moi, tu sais. Alors, je t'explique. Pourquoi je te dis que il n'aurait pas été ballon d'or. Pourquoi je te dis qu'il n'aurait pas été ballon d'or sous Messi? Le truc, c'est que ils sont dans la même équipe. Quoi qu'il arrive, tôt ou tard, vu le niveau de Messi, Messi aurait bénéficié du travail de Neymar, de par de ses buts et de ses trucs. Et qu'on le veuille ou non, inconsciemment, et dans cette génération-là, Messi et Ronaldo ont eu une empreinte. Ont eu une empreinte. Je vais développer. Dans les votes du Ballon d'Or, c'est une théorie peut-être. Je pense qu'inconsciemment, les journalistes qui votent, quand ils savaient pas trop qui mettre, ils mettaient Messi ou Ronaldo. Ah ouais, bon, dans l'absolu, Ronaldo c'est le plus fort, Messi c'est le plus fort. Voilà. Et je pense que à saison, si les deux faisaient une
saison plus ou moins égale ou que Neymar serait un petit peu meilleur que Messi, parce que forcément Messi aurait bénéficié du travail de Neymar, Messi serait quand même Ballon d'Or. Parce que dans l'absolu, Messi est meilleur que Neymar. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si j'ai expliqué clairement ma pensée, mais dans l'absolu, Messi est meilleur que Neymar. Ça, c'est indéniable. Dans les votants, ils vont forcément faire des classements, des machins. Quand un mec va peut-être forcément, tu vas dire, ah, Messi il est plus fort. Ils le classeraient devant Neymar. À part s'il gagne, oui, effectivement, à part s'il gagne, oui, mais on juge la saison. Mais globalement, si le Barça réussit une saison, est-ce que tu comprends? Si le Barça réussit une saison, est-ce que tu penses vraiment que Neymar va faire une saison de fou et Messi va faire une saison de merde? Non. Ils vont plus ou moins avoir des saisons similaires. Et surtout, on parle d'un Messi qui, devant le but, c'était un tueur en série. À saison plus ou moins égale, il aurait fallu que Neymar soit vraiment là et que Messi fasse une saison de merde pour que les gens se disent venons on le donne à Neymar. Alors vraiment, mais ce Messi-là, il n'était pas jouable. 2019, le Brésil prend la Copa América, le Barça fait 2000 décès dans un monde où Neymar a participé à tout ça, il aurait pu dévancer Messi. Moi, je pense que les votes de Copa América, c'est mon avis encore une fois, les votes de la Copa América n'ont jamais eu d'impact, sauf une fois. Sauf une fois, mystérieusement, le vote de la Copa América a eu une incidence, c'est quand on parlait de Vinicius. En fait, le truc, c'est que c'est la première fois, et c'est mon avis, c'est la première fois de l'histoire où des mecs ne pas perf à un tournoi, ça n'a même pas été considéré comme vas-y on compte pas, ça a été un malus, genre ça l'a mis plus bas. Genre ah bah il a pas perf, faut pas lui, non, mais non. Sinon en temps normal le classement, la Copa América n'a jamais été un vrai, enfin c'est un plus, mais c'est pas quelque chose qui non plus bouleversé une élection. Non, moi je pense que Vinicius, le truc qui l'a tué, il y a beaucoup de choses où tu peux pas en vouloir à, il y a des choses où tu peux pas en vouloir à Vinicius, tu vois. Mais des joueurs qui ont raté, où il y a des mecs, il y a des mecs qui ont raté ou des mecs qui ont rien fait, ça existe, tu vois, ils ont quand même gagné des bons joueurs. Hein. Mais je pense que Vinicius, il a cristallisé beaucoup de choses qui lui ont desservi. Déjà, oui, quand il y en a, cette attitude de merde, non, oui, ça dépend de toute place. Mais le fait d'avoir une attitude un peu provocante, tout ça, nanana, je pense qu'il y en a qui l'attendaient au tournant. Il y a des gens qui l'attendaient au tournant, qui l'attendaient clairement au tournant, Vinicius. Peut-être des journalistes qui ne l'apprécient pas. Il y a une journaliste, il y a un tweet d'une journaliste, il y a une journaliste, elle disait ouais, nanani. Ça, c'est sûr que ça a dû le pénaliser. C'est sûr. Mais normalement, ça devrait pas. Tu sais, genre, tu vannes, ça, t'as toujours des petites problèmes. Ça a dû le pénaliser. T'as toutes les fanbases. Et moi, je pense que Vinicius, derrière, il s'est mangé une. D'ailleurs, est-ce que vous avez regardé la dernière vidéo de Romain Molina qui est intéressante où il parle des lobbying autour des votes, que ça paye des mecs pour faire ça paye des gros influenceurs pour parler de tel joueur ou tel joueur, mais ça, Vinicius, il s'est mangé. Vinicius, il l'a pris parce que forcément, il y a des gens qui allaient le pousser, mais je pense que beaucoup de mecs qui étaient pour le Ballon d'Or de Rodri étaient des fans du FC Barcelone ou de Manchester City ou des mecs comme ça. Ça a beaucoup joué, ça. Mais derrière, c'est vrai qu'il s'est pas rendu service avec ses attitudes, ses machins et. Je vois ce que tu veux dire avec la Copa, mais le nom de Neymar qui gagne un trophée avec son pays, tu as raison. C'est vrai que le fait de. Si les mecs voient Neymar gagner la Copa América, ça peut. Tac, il a gagné. Ah oui, c'est vrai, il a gagné. Les fans du Barça sont les pires, on peut. Non, 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 il y a des fans trop du cul partout. Pourquoi Bellingham n'a pas été mis en avant cette saison selon toi? Je sais pas. Mais moi, c'est un mystère. Moi, c'est un mystère que. C'est encore mon avis, parce que ça m'a été qu'à moi. C'est un mystère pour moi que Bellingham est pour moi été très vite retiré du potentiel contender au Ballon d'Or. Parce que Bellingham, qu'est-ce qui. Ok, mais déjà Bellingham, il a marqué pas mal de buts. Il a marqué pas mal de buts importants. Il gagne. Bah, c'est l'année où il gagne la Champions League, si j'ai pas de bêtises. Non. Moi, il gagne la Champions League, mais je suis fou. Il gagne la Champions League quand même, Bellingham. Il va en finale de l'Euro de Bellingham quand même. Même si l'Angleterre, 2024, même si il marque un but très important. Le but contre la Slovaquie, là, le ciseau qu'on le retournait contre la. Ouais, meilleur joueur de Liga. Moi, mais de toute façon, il y a trop d'incohérences. Je comprends pas pourquoi il a été dégagé du Ballon d'Or aussi vite, quoi. Cette année, par contre, il doit pas être dans le top 30. Non, bah non, non. Bellingham n'était pas très présent l'année dernière. Enfin, cette saison. Mais Rafinha,
Les gens, je vois des mecs, ils s'appellent Blaugrana 92i, Coulé 94 et tout. Mais Rafinha, pour moi, hein, alors, pour moi, et c'est même pas pour moi. Rafinha, s'il est exclu de la course du Ballon d'Or, c'est les fans du Barça. C'est eux qui l'ont dégagé. Ils ont dégagé Rafinha de la course au Ballon d'Or comme des grands. Comme des grands. Rafinha, même si je suis pas fan du joueur et tout, c'était lui le contender. Mais si les fans du Barça l'ont dégagé, gros, ils ont comme dire, ah, mais non, mais c'est Yamal, regardez là. Bah oui, Yamal, il est bon, mais celui qui a les stats, celui qui a fait le job, même s'il est, il est beau à voir, hein. Il est beau à voir, mais moi, je suis de l'école. Moi, je suis de l'école du, je préfère le mec qui me fait gagner au mec qui joue bien. Au mec qui est beau à voir, qui dribble, tout ça. Je veux que celui qui... Il a fait gagner Yamal, pour problème. Mais les stats de Rafinha, un peu de respect. Les stats de Rafinha, un peu de respect. Le match contre l'Inter de Rafinha, un peu de respect. Ils l'ont kick. Ouais, mais non, c'est les fans du Barça qui ont créé ça. Ce sont les fans. Même après, on parle pas d'un mec. Lamine Yamal, on parle pas d'un manchot, on parle pas d'un mec nul, il n'y a pas de problème. Mais ce sont les fans du FC Barcelone qui ont créé ce truc-là, qui a dégagé. Après, dans l'absolu, pour moi, c'était Dembélé, il n'y a pas de discussion. Il n'y avait pas de discussion possible. Pour moi, c'était Dembélé. Une fois que le Barça, le PSG prend la Champions League, sa première Ligue des Champions, avec toute l'histoire derrière, c'était lui. Voilà, il n'y a plus de. En vrai, là, on discute de trucs, oui, c'est du classement. Dans 3 à 4 ans, même pas, moins. Tu vois comment il s'appelle là, Palmer avait fini 8ème, tout le monde a oublié, on s'en battra les couilles. Tu vois. Avis pour Hakimi, tu veux qu'il fasse quoi de plus pour avoir le meilleur rang? Tu peux pas avoir le meilleur rang quand t'es défenseur. Tu peux pas avoir le meilleur rang quand t'es défenseur, surtout quand il y a un mec comme Dembélé qui a fait une super saison. Et d'autres joueurs qui ont fait des super saisons. Palmer, t'en penses quoi, 8ème place? Je pense que son classement de cette saison, si tu lui donnes l'année dernière, je peux comprendre. Si tu donnes en 2024, tu mets 8ème, tu dis bon, ouais, vas-y. Mais cette année, ça n'a aucun sens. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, vous me dites je sais pas quoi là. Ça me dit Joël Terrassi. C'est pour ça que je dis que il faut arrêter de donner. Il faut arrêter. Oui, mais on parle pas d'un défenseur lambda, mais on parle pas. Les mecs qui sont devant lui, c'est pas des attaquants lambda. On te parle pas. Les mecs qui sont devant lui, c'est pas des petits joueurs. Parce que vous aimez bien dire ouais, mais il est 6ème. Mais frère, les mecs qui sont devant lui, c'est méchant aussi. Voilà. Et un mec comme Palmer, je le dis et je le répète, Palmer se retrouve là, tout simplement, et vous allez me dire, je m'en fous, parce que la Première Ligue est diffusée partout dans le monde. Voilà. Palmer, si t'es là, c'est parce que la Première Ligue est la ligue la plus diffusée. Voilà, c'est tout. Palmer n'a rien à foutre là, frère. Tu le mets là en 2024, allez, vas-y. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, et moi je m'en fous, il faut arrêter de donner le droit de vote aux étrangers, aux journalistes étrangers. Je m'explique, les journalistes américains, dehors. Les journalistes en Afrique, dehors. Les journalistes en Amérique du Sud, dehors. Les journalistes en Asie, alors eux, encore plus dehors. Les journalistes en Asie, alors eux, je vais plus les voir voter. Vous là, vous votez en Asie. Le problème, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand tu vois des Joao Neves qui finissent à des places bizarres, je vais vous expliquer un truc. Les pays... Non, c'est pas une blague ce que je vous dis, c'est très sérieux. Le problème, il y a des zones géographiques où le championnat de France est inexistant. Il y a des zones géographiques où le championnat de France est inexistant. Il y a des zones géographiques où la Liga est inexistante. C'est eux qui vont décider de qui est le Ballon d'Or. C'est eux qui vont faire. Vous pensez que c'est eux qui vont faire des classements cohérents? Et c'est ça que je vous dis les États-Unis, parce que si je disais que l'Afrique et l'Asie, les gens ils vont dire ah mais t'es raciste. Non, l'Amérique du Nord ça dégage aussi. Eux ils sont ultra américains, Première Ligue centrée. Ça va regarder eux ces mecs-là, on regarde quelques matchs de Première Ligue, on regarde le Classico et au revoir. On regarde pas la Bundesliga, on regarde pas la Ligue 1, on regarde pas la Serie A. Et de temps en temps, on se fait un peu de buzz, on regarde, comment ça s'appelle, quelques matchs de Serie A. Parce que j'ai vu un tweet sur Twitter, là, et il faut arrêter, moi je suis d'accord qu'il y a du racisme tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais il faut arrêter des fois de chouiner. Il y a un mec qui a dit oui, vous vannez les Sri Lankais, ça n'a rien à voir, frère. Ton journaliste, il met Bonucci numéro 1, Ballon d'Or. Comment tu veux qu'on le considère? Comment tu veux que je le considère, ton journaliste? Les pays du tiers-monde ne s'ouvrent pas assez pour que tu viennes gâter le nom des gens. Tu mets Bonucci, il y a quelques années, tu mets Bonucci, Ballon d'Or. Mais tu fais du mal à ta profession. Quand tu fais des trucs comme ça, tu fais du mal à tout ton pays.
Tu mets Bonucci Ballon d'Or, tu fais du mal à tout. Mais les gars, non, mais ça m'énerve parce que, voilà, je vous mettais des haha dans le chat, je vous parle avec le cœur. Tu fais du mal à tous les journalistes de ton pays. Comment tu peux être crédible? Des mecs du Honduras, ils te mettent pas Vinicius dans le top 10. Tu veux faire quoi avec eux? Des mecs du Honduras, le mec du Honduras, je crois, il avait pas mis l'année où Vinicius fait une saison de fou. Il met pas Vinicius. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Je dis pas qu'en Europe, il n'y a pas des journalistes qui font des dingueries. Mais c'est trop courant dans les pays hors Union Européenne. Truc important, moi je le dis, il faut revoir le système. Et moi j'aimerais bien un autre truc aussi. Ouais, Lookman premier au Ballon d'Or, mais les gars. Lookman au Nigeria, ça te le met au Ballon d'Or, les gars. Non mais voilà. Tu veux faire quoi? Non mais le problème, encore une fois, c'est que les journalistes, il y en a qui sont pas objectifs. Il y en a qui sont pas objectifs, ils mettent leur truc. Et t'as ceux qui n'ont pas la diffusion, t'as des mecs qui ont pas... T'as des mecs, le championnat d'Espagne n'est même pas diffusé ou il est à peine diffusé chez eux. Mais vas-y. Demain, il y a des votes qui vont sortir, on va rire. Deschamps a bien mis Rabiot 3ème, donc bon. C'est la sortie de France Football. Les votes du Sri Lanka, 3 années de suite, il y a des dingueries et ça les a laissés. Avec ces journalistes, Henry aurait gagné le Ballon d'Or. Enfin, objectif, non, mettre Bonucci, il faut juste totalement con. Mais bien sûr, il faut être con. Par contre, il ne faut pas laisser les joueurs voter. Non, les joueurs, il ne faut pas les laisser voter. Après, Joël, pour les défendre, je pense qu'ils se mangent des pressions. C'est possible. C'est possible. Mais qui a mis la pression pour Bonucci? Moi, le mec qui met la pression pour faire voter Bonucci, c'est un fou furieux. Non. Moi, je veux pas que les sélectionneurs votent. Faut laisser des journalistes et laisser les joueurs et les trucs. Sinon, ça va donner des dingueries. Non, avant, c'était que les votes. C'était que les votes européens. C'était les votes européens et après, c'est devenu les votes internationaux. Voilà. Non, je sais pas, c'est quand les... En fait, France Football, avant, à l'époque, ça sortait que les mardi, vendredi. Et le Ballon d'Or, t'avais le Ballon d'Or tu sais, le résultat des journalistes et le mardi. Mais maintenant, c'est mensuel. France Football, ça sortait 2 fois par semaine. Maintenant, vu que les gens sont sur Twitter, les réseaux et tout, bah, c'est mensuel. Non, moi, j'aimerais bien que les mecs du Ballon d'Or, les journalistes fassent une vidéo face cam et ils expliquent pourquoi ils ont fait voter tel mec. Voilà. Si tu rends le système des journalistes, il faut laisser l'IA faire, je pense. Non, ça peut donner des trucs trop mécaniques. Et si tu fais ça, c'est juste les stats. Tu te bases juste sur les stats. Bah non, à ce moment-là, on est la NBA. On est la NBA alors que non. Par exemple, l'année où Nedved il gagne le Ballon d'Or, il n'a pas des stats de malade, mais il fait les matchs qu'il faut. Il marque là où il faut. Tu vois? Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo. Continuez de mettre des likes,